monde. Bienvenue dans ce quatrième épisode de notre quatrième saison des Meetups de DevOps. Aujourd'hui, on va avoir une première partie avec les actualités du jour, de la semaine. Une deuxième partie où j'ai une question à vous poser. Donc, j'espère avoir votre réponse. Je pense surtout à Michel, là, à ce niveau-là. Et Au en revoir. Et en deuxième partie, roulement de tambour, nous allons avoir Laurent qui va nous présenter, on va voir si on fait ça en une ou deux sessions, une présentation de Dapper. Donc, une présentation qu'on attend depuis un certain moment avec impatience. Donc, on va voir ce que ça va donner. Laurent nous présentera ça tout à l'heure. Bien. Donc, côté actualité, alors ça, c'est juste pour faire bisquer un petit peu Christophe. Il y a la nouvelle version d'Angular qui vient de paraître, la version 12. Donc avec l'abandon maintenant presque définitif de l'ancien Vue Engine qui permet de générer à partir des templates le rendu en HTML. Donc on en est à la version 12 maintenant. Et en même temps, un autre point qui est important, il y a les Angular DevTools qui viennent d'être publiés, donc qui est une extension du navigateur qui marche sous Chrome ou sous Edge, une nouvelle version, et donc qui permet de pouvoir voir dans un site Angular qui est en mode développement, pas en mode production, de voir plus facilement l'ensemble de ces components, de pouvoir modifier ses propriétés en temps réel, et qui permet surtout, il y a un petit utilitaire qui est assez pratique, vous pouvez sélectionner donc, au sein de votre vue le composant qui vous intéresse, et puis vous cliquez sur un petit bouton et vous accédez directement au code à l'intérieur du décompilateur, et donc vous pouvez mettre des points d'arrêt, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de bien sympathique, de bien pratique. J'ai pu le tester là, depuis 2-3 jours. C'est un peu l'équivalent qu'il y a aussi pour React. C'est le même principe que pour les DevTools de React. Donc voilà concernant Angular. Sinon, toujours concernant le web, j'ai noté l'abandon de jQuery par Bootstrap, qui est en version 5, qui est enfin publié. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai concernant la build. Alors la build donc, qui a lieu à partir du 25. Il y a l'équipe de Visual Studio qui, comme il y a énormément de sessions qui vont avoir lieu pendant la build, il y a l'équipe de Visual Studio qui a publié un post dans lequel ils indiquent l'ensemble des sessions qui seront consacrées à Visual Studio. Je vous mets le lien dans le fil de l'émission. Donc, ça permet d'éviter de chercher un petit peu à gauche, à droite dans toutes les informations, toutes les sessions qu'il va y avoir à la build. Donc, la build à partir du 25. Et normalement, alors pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais normalement, pour la build, on devrait avoir quelque chose de bien sympathique pour nos meet-up. Un numéro spécial. On vous en parlera dès que ce sera officiel. Ben, ça peut quasiment être officiel parce que je viens de recevoir il y a 3 secondes un email pour dire. Je n'ai pas regardé qui était dans la liste. Mais comme c'est moi qui ai envoyé le mail d'inscription, c'est peut-être que moi qui l'ai reçu, j'en sais rien. Bref, pour dire qu'on est planifié, donc comme on avait demandé, le 2 juin, donc c'est le mercredi à 5h. Donc c'est-à-dire pendant les meet-up. Voilà, donc on aura ça, c'est de la news, hein. Breaking news. Hein. Une session officielle de la build de notre meet-up, qui sera intégrée à la build de cette année. Voilà. C'est cool, hein. C'est un retour sur la Microsoft Build, on discutera ensemble sur ce qui s'est passé à la build, ce qui est sorti, etc. Faudra bien vous habiller, les gars. Denis, c'est en plus de ce qu'on fait avec Charline et toute la communauté des Advocates? Oui. Ouais. C'est pas le même jour d'ailleurs. Et voilà. Adrien, tu es Microsoft Advocate Azure maintenant? Non. Oh. Arrête de dire ce nom, ça. Je pense. Il est vexé. Dans les autres annonces que j'ai vues, en ce moment, il y a la Google I.O. Je ne sais pas si vous avez vu les annonces, c'était hier. Moi, dans ce que j'ai noté, mis à part qu'il y a la version d'Android 12 qui va apparaître,
Il y a le merge de Tizen et de Wear OS. Je pense que c'est Google qui s'est rendu compte que son Wear OS n'était pas très utilisé, et Tizen était un petit peu plus performant, et donc il y a un merge entre les deux, donc qui devrait avoir lieu dans les prochains mois. Et enfin, dans les dernières petites news, il y a la 21H1 qui est en cours de déploiement. Je ne sais pas s'il y en a chez vous qui l'ont déjà eu. Nouvelle version de Windows. Non. C'est un peu bizarre. Moi, j'ai même pas encore j'ai la dernière version, mais j'ai plein d'interfaces qui sont toujours pas à jour. Par exemple, les interfaces qu'on voit dans le setting, dans les paramètres. Vous savez, parfois on a le bandeau. Et sur certains ordinateurs, je suis vraiment à jour des mêmes versions, mais c'est un peu comme si je suis en AB, quoi, où il y a un truc bizarre, quoi. C'est un peu bizarre. Tu as parlé de Google I.O.? Oui, mais vas-y, si tu avais autre chose à dire. Non, j'étais juste parce que j'ai pas écouté pendant une seconde et à tout le coup, je dis putain, c'est là qu'il y en a parlé. Pardon. Encore une chose, c'est que Microsoft renonce à la blockchain sur Azure. Je ne sais pas si tu as vu ça. Oui. Il y avait un service dans Azure depuis depuis le 10 septembre 2021, ils vont arrêter, mais ça faisait 6 ans qu'il y avait ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a utilisé. C'est surtout à cause de la consommation, la surconsommation des blockchains, quoi. Et donc, c'est pas du tout dans la philosophie de Microsoft de continuer à soutenir ça, en fait. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisaient ce genre de service. Moi, perso, mais c'était mal. C'est le mal incarné. On ne peut pas l'utiliser. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est débile. Tout à fait d'accord. Vous avez d'autres informations que vous avez vues intéressantes? Et j'ai vu un super pote que je finis la parenthèse au niveau des blockchains. Si vous connaissez que dalle ou vous comprenez que dalle, je vous invite à écouter l'un des derniers podcasts de Tech2 qui en parle. Et c'est vraiment très intéressant et vous comprendrez tout. Voilà. Merci. Dans la série des podcasts à écouter, moi j'ai entendu un des derniers podcasts de Tech Café où il interviewait Ludovic, je me souviens plus de son nom, qui est le papa de Siri et qui a travaillé chez Samsung et qui maintenant travaille pour Renault. Et donc il a sorti un bouquin qui est intitulé, je ne sais plus, c'est l'IA n'existe pas ou un truc comme ça. L'intelligence artificielle n'existe pas, et donc il y a une longue discussion justement sur l'intelligence artificielle, pour ce qu'elle peut faire. Notamment, il y a toute une partie sur la conduite autonome, où il désigne un petit peu toutes les annonces d'Elon Musk, mais c'est un podcast qui dure une petite heure et qui est vraiment un épisode qui est vraiment très intéressant. Et nous retrouverons le lien dans la description. Non, ils disent toujours ça. Et on ne retrouve jamais les liens dans la description. C'est un podcast en français ou en anglais? C'est un podcast en français. Ah ouais. Ouais, il faudra mettre le lien, effectivement. Bah ouais, il faut mettre le lien, ouais. Il faut que je le note là. Sinon, je vais oublier. Puis d'ailleurs, il y a eu plusieurs personnes qui nous ont écrit parce que les meet-up n'étaient jamais en podcast et ça les faisait chier, quoi. Moi, je dis ça, je dis rien. Tu parles de toi, en fait, ça, tu t'es écrit à toi-même? Ouais, j'ai envoyé 3-4 emails, mais ils ont sur un pseudo. Donc voilà, concernant les actualités, vous n'avez rien d'autre à rajouter? Moi, j'ai trouvé ça ce matin, je vous envoie le lien. C'est un projet de Google de visioconférence. Enfin, je vous mets le lien. Ça a l'air assez bluffant, en vidéo. Enfin, j'attends. Je suis curieux de le voir en vrai. Ça permet de simuler la conversation de deux personnes comme si elle était devant soi. Enfin, je vous ai mis le lien dans la conversation. Ah ouais. Ça fait vraiment tolard, en fait. Ouais, c'est ça. Dans les commentaires sur Twitter, il disait c'est comme qu'on pourra faire une conversation avec quelqu'un comme quand on allait voir son père en prison. D'accord. Il a d'autres expériences. Oui. Il y a eu un truc sur Reddit avec l'équipe de SpaceX qui développe le software de leur fusée. Hop, je vous ai mis le lien aussi. Et il y a les HoloLens, je ne sais pas si c'est assez récent comme information, mais qui vont être développés pour le grand public, c'est confirmé. Et j'ai cru entendre qu'on pourrait utiliser des apps pour HoloLens sans passer par les stores Microsoft. Bref. Il y a quelqu'un qui a un super clavier mécanique, genre Denis. C'est pas moi. Non, c'est moi. Il y a les vidéos qui ont été mises en ligne de la Virtual Machine Learning.net conférence, community conférence. Ouais.
C'est tout ce que j'ai gravé de cette semaine. Ok, bon, bah, super. On parle un peu le compte à rebours comme ça. Alors moi j'avais une petite question pour vous. C'est un de mes clients qui m'a posé la question il n'y a pas longtemps, donc j'en profite. On sera payé comme ton client a fait. Voilà, ouais. T'envoies un devis. Tu as dit qu'il n'y a que Michel qui peut répondre. Ah oui, Donc, nous, J'envoie un devis tout de suite. Oui, voilà. Donc l'idée c'est quoi? Je propose que tout le monde éteigne sa caméra, sauf Michel et Richard. Non, mais ça concerne un peu tout le monde. Imaginez que vous développez une web API sous Azure. Imaginons qu'elle est faite pour le tennis. Non, Imaginons. non, c'est fait pour le tennis. J'ai déjà mis en place une solution. Qu'est-ce que vous conseillez pour arriver à monitorer ce qui se passe? Application Insight. Application Insight, oui. Mais est-ce que Merci, vous avez Michel. De rien, ça fait plaisir. Hein. Est-ce que sous Azure, il y a des fonctionnalités un petit peu plus poussées que App Insight ou Comme quoi? Application Insight. Non, mais ça dépend ce que tu... Ouais, C'est-à-dire qu'est-ce que tu voudrais? Ouais. Qu'est-ce qui te manque dans Application Insight? Qu'est-ce que tu voudrais en plus? Bah, je ne sais pas, ce qui compare, c'est par rapport à d'autres solutions qui sont faites. Alors, je ne sais plus quelles sont les solutions dont il me parlait. Zabbix. Non, c'est des solutions qui existent New Relic. Et quand tu parles de monitoring, tu parles de quoi? Tu parles du log monitoring, tu parles du monitoring real-time, tu parles du monitoring par rapport au serveur, parce que le serveur, tu t'en fous un peu. Alors, il me dit qu'eux, ils utilisent sous une autre plateforme, ils utilisent Sentry et Datadog. Tu peux intégrer Datadog sur Azure, mais Centrix, je ne sais pas. Mais ça fait quoi en plus? Je ne sais pas. C'est pas. Je sais pas. Nous, on utilise Application Insight, on en est content, mais ça dépend des besoins, à mon avis. Ouais, bon. Surtout qu'en plus, maintenant, Microsoft a mis en place les... Enfin, c'est récent, je crois que ça il y a quelques mois déjà. Ils ont mis en place la possibilité dans la web app de pouvoir appeler un health check pour savoir si l'application est run correctement ou pas. Et si jamais elle ne run pas, bah, à ce moment-là, de mettre en place le scale, de pouvoir instancier une nouvelle instance. Mais on est plus à ce moment-là dans le monitoring proactif que dans le monitoring d'après, quoi. Mm-hmm. Okay. Je sais pas ce que ton client cherche, mais en tout cas, si c'est pas pour du real time, pour moi, la partie liée à Application Insight est vraiment intéressante parce qu'elle te permet d'avoir un maximum de données. Par contre, si tu veux du real time, à part utiliser le health check ou d'utiliser une solution tierce qui, elle, va appeler ton application, je vois pas d'autres solutions possibles. Mm-hmm. Ok. Bah, Michel peut peut-être me contredire. Non, enfin, ça te fait déjà pas mal de choses. Hein. Enfin, oui. Après, peut-être ça vaut le coup quand tu n'as pas que du cloud. Hein. Ouais. Et encore, tu peux mettre Application Insight pour du non-cloud. Hein. Si tu veux tout centraliser au même endroit. Tu peux avoir un workspace et à ce moment-là, de tout mettre dans le même. Nous, c'est ce qu'on fait avec AppCenter. On a notre application WPF qui n'est pas du cloud. Elle log avec App Center et c'est exporté sur Application Insight et on graphe et on query là-bas, quoi. Mm-hmm. Oui, ça suffit largement. Et si jamais tu veux savoir un peu plus d'Application Insight, je crois qu'il y a une formation offerte par DevApps par rapport à ça, non? Il n'y a pas eu un podcast là-dessus? On a fait un podcast, oui. Oui, sur App Insight, oui. De là à dire que c'est une formation, je n'irai pas jusque-là, mais on en a fait une présentation. Il y a des gens, pour l'introduction que vous avez fait, ils le font payer. Hein. Ah oui, ça faut. Mince. Encore raté. Bien, bon, bah écoutez. Laurent, je t'ai payé, sinon ne te parle pas. Voilà, ça sera la première partie. Et donc maintenant, je vais passer la main à notre cher Laurent Yoda, donc, qui va nous parler d'affaires. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. Donc, bonjour à tous. On va enfin parler de Dapper, à pas confondre avec Dapper, l'outil de mapping. La première fois que j'ai fait un post et que je l'ai mis sur Reddit, je me suis fait allumer à cause du nom du projet qui est un peu confus avec le framework. Donc, Dapper, qu'est-ce que c'est?
Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Distributed Application Runtime. Alors, le mot runtime est assez important. Je ne sais plus avec qui on en a parlé dernièrement de DevOps, mais par exemple, c'est une grosse différence par rapport à Orléans, qui est un framework, quoi. Donc là, on parle vraiment d'un runtime. L'idée principale, c'est de pouvoir écrire de façon assez simple des applications de type microservices et de se concentrer sur le code de son application et la logique de son application plutôt que sur tout ce qu'il y a autour qui est lié au microservice. Leur grosse idée, c'est d'être portable. Donc, on va voir dans les prochains slides ce que ça veut dire. Et de pouvoir faire tourner nos applications sur différents clouds dans l'entreprise ou ce qu'ils appellent Edge. Donc, les gros buts de Dapper, c'est un peu construit comme un système de Lego. Donc, ils appellent ça des building blocks. Et c'est des espèces de Lego qui vont permettre de composer votre application en suivant quelques bonnes pratiques. Le but, c'est de pouvoir que Dapper soit utilisé avec n'importe quel langage ou framework. Donc, dans notre cas, c'est Sharp, mais il y a aussi Go, Java, etc. Comme j'ai dit, que ce soit portable, que ça utilise des standards. Donc ça, ils utilisent beaucoup de standards. Donc, c'est vraiment très ouvert. Ils veulent avoir la possibilité de pouvoir plugger des composants. Donc, on va voir la relation entre les building blocks et les components. Et d'être plateforme agnostique, comme je dis, que ça tourne un peu partout. C'est drivé par la communauté et même si c'est Microsoft qui a lancé le projet, qui a commencé à l'implémenter, etc., ils ont fait le projet à l'Open Cloud Foundation, je me rappelle bien le nom. Et donc, c'est en passe d'être accepté. Voilà, quoi. Donc, comme je vous ai dit, l'idée principale, c'est d'offrir des Lego, des building blocks, pour construire une application de type microservice. Ce qui est assez bluffant et qui m'a vraiment intéressé, c'est l'approche qui a été prise de dire qu'on va définir un certain nombre de building blocks et ils sont en train d'en créer d'autres. Là, on voit les premiers building blocks qui sont disponibles déjà dans la version 1.0 et 1.1 sont le Service to Service Invocation. On va voir ça un peu plus on va en voir quelques-uns un peu plus en détail dans les prochains slides. La gestion de la donnée, tout ce qui est PubSub, les approches PubSub, donc le messaging en différents services. Tout ce qui est binding et triggers sur des ressources, donc ça c'est plus si vous allez faire c'est Azure Function qui a pas mal de binding comme ça. Ça peut être peut avoir un binding pour un input et un binding pour un output ou les deux. Voilà, un peu plus un exemple un peu plus loin. Un système d'acteur modèle qui est semblable à ce qui existait avant Dapper chez Microsoft, qui est Service Fabric. Ouais. Après, tout ce qui est possibilité de monitorer, de voir ce qui se passe en fait dans votre application. Donc ça, c'est un sujet qui est relativement complexe quand on commence à découper notre application d'un monolithe en microservices. Tout ce qui est la gestion de secrets. Et donc, c'est les building blocks. L'idée, c'est d'être possible à étendre. Et par exemple, pour les prochaines versions, là, ils travaillent sur une standardisation d'un building block de configuration. Donc là où c'est assez intéressant, c'est que en fait, on voit qu'il y a donc deux interfaces, une HTTP et une gRPC API, et c'est ça qui est, je pense, la bonne idée, c'est qu'en fait, ils vont généraliser une API
pour un building block. Et après, ils vont pouvoir le rendre un peu plus dynamique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va voir que comme HTTP, c'est quelque chose qui est accessible relativement partout, ça va nous donner des possibilités d'écrire des applications dans à peu près tous les langages qu'on veut. Alors pour ça, Dapper vous propose différents SDK, comme le .NET SDK, mais il y en a d'autres. Hein. Mais ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'on peut se passer de ces SDK et directement appeler avec n'importe quel client HTTP l'API. De même pour gRPC, comme l'API est standardisée, on est capable de générer notre propre SDK en fonction des descriptions des API gRPC. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que ça donne ce côté ouvert à tous ces building blocks. Après, l'autre idée, c'est de pouvoir faire tourner votre application sur différentes infrastructures, comme Azure, bien sûr, mais aussi AWS, Google Cloud, Alibaba, qui est relativement actif dans le projet, ou même au sein de votre entreprise. Et tout cela, c'est pour l'instant possible parce que votre application elle sera hostée sur Kubernetes et de façon différente quand vous développez localement. On va voir un peu plus loin ce que ça veut dire. Et donc, la chose à retenir pour ces premiers slides, c'est que Dapper, c'est un runtime qui fournit des Legos qui ont une interface standardisée. Donc, chaque Lego a sa propre interface qui est exposée soit à travers du HTTP ou du gRPC. Donc, ça l'ouvre complètement à n'importe quel client pour appeler tout ça. Alors, comment ça marche? L'idée, c'est un design pattern qui est utilisé pas mal dans tout ce qui est microservices, qui s'appelle le sidecar model. Par exemple, c'est ce que utilise Kubernetes. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que votre application, quand vous lancez votre application, il y a un autre process qui va être lancé, qui s'appelle le Dapper Sidecar, et qui va vous offrir justement une possibilité d'appeler le monde extérieur à travers ces API qui sont standardisés dont on vient de parler. Donc, on voit un exemple. Donc là, j'ai mon application qui va faire un HTTP post. Donc là, il utilise l'API HTTP. Localhost 3500, c'est l'adresse et le port de mon sidecar. Donc le V1, on peut oublier, mais c'est en fait la version de Dapper. Et le invoke, c'est ce qu'on a vu avant, c'est le service-to-service invocation. Donc ça, c'est une signature de l'API service-to-service invocation. Et donc là, en fait, ça va me permettre d'appeler un autre service qui a été démarré sous le nom carte et d'appeler la méthode HTTP new order sur ce service. Mais j'ai aucune notion de où a été démarré mon service carte, où est-ce qu'il tourne. C'est Dapper qui va me fournir ce service-là. Donc après, on a encore une fois une autre API qui est celle du state management. Là, on va demander au state management en faisant un HTTP GET. Encore une fois, sur le sidecar. Donc, je ne sais pas du tout où est mon state management. Je sais juste qu'il s'appelle inventory et que je suis intéressé par l'item 67. Donc, mon application va faire sa requête à travers le sidecar. Lui va résoudre l'endroit où se trouve mon state management tool et va récupérer les données. Après, c'est identique, hein, ça c'est pour le publish subscribe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les secrets aussi, c'est aussi une API qui est standardisée où on va pouvoir, mais on verra des exemples un peu plus concrets. Donc l'idée, c'est vraiment votre application
où votre service est démarré avec un autre processus qui est un Dapper Sidecar et qui va vous apporter un ensemble de fonctionnalités que vous n'aurez pas implémenté dans votre application ou dans vos services. Donc là, on voit un peu l'idée, c'est que donc là, on voit un peu l'architecture de microservices. J'ai une partie qui est ce qu'on appelle MyApp. J'ai un service A et un service B. Chacun a son Dapper Sidecar qui tourne. Et donc, à travers ça, mon application est capable d'appeler service A ou service B en utilisant le service invocation, le building block service invocation de Dapper, mais elle va pouvoir appeler le state management ou récupérer un secret ou gérer tout ce qui est monitoring, etc., etc. Donc, pourquoi c'est intéressant? Je vais peut-être poser une question à la con, là, mais est-ce en gros, il y a tout qui passe par ce serveur Dapper au milieu, quoi. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un goulet d'étranglement à ce niveau-là? Non, alors c'est une des questions qui se pose, oui. C'est est-ce que justement, quel est l'impact de performance? Je pense que c'est ça que tu vas demander, parce qu'on va devoir passer par ce second process, pardon. Ouais, alors, apparemment, d'après ce qui se dit et ce qui est écrit dans la doc, l'impact est très faible. C'est l'ordre de quelques millisecondes. Donc, ça ne devrait pas être impactant, quoi. J'espère que j'ai répondu à ta question, Richard. On y reviendra plus tard. OK. Donc, l'idée des building blocks, c'est un peu comme, si vous voulez, un building block, c'est comme une classe, si on parle plus de code. Et après, on a ce qu'on appelle les Dapper components, qui serait plus une instantiation de cette classe. Et donc là, en fait, on voit qu'on a les différents building blocks, state store, pub/sub, binding, secret, etc. Et on voit qu'en fait, pour chaque API qui a été défini et unifié, on va avoir différentes implémentations qui vont nous être fournies. Donc, je vais pouvoir, je vais pouvoir décider en fait de qu'est-ce que je vais utiliser. Par exemple, peut-être que quand je développe, j'ai envie d'utiliser Redis. Et quand j'ai déployé sur Azure, je vais utiliser Azure Cosmos DB. Et mon application, si je fais ce choix-là, ne changera pas. La seule chose qui va changer, c'est une configuration en YAML qui va dire, quand je suis en prod, je vais utiliser Cosmos DB et quand je suis en dev, j'utilise Redis. La même chose pour les autres composants. Alors, on voit que le PubSub, il y a Azure Service Bus, Redis Stream aussi, RabbitMQ pour les plus connus. On voit que pour tout ce qui est binding et trigger, bien sûr, il y a AWS S3 qui est le pendant de Azure Storage ou Blob Storage, etc. Twilio pour envoyer des SMS. Pour les secret stores, il y a Key-Vault, etc., etc., etc. Donc, en fait, on voit que cette standardisation nous offre une possibilité justement d'utiliser plein de composants différents. À présent, il y en a 70. Ils sont en train d'en développer d'autres. La version 1.2, je pense, va être annoncée à la build. Ils en ont parlé hier dans le community meetup. Mais je pense que la 1.2, elle sera disponible pour la build. Et donc, en fait, ils ont un repository GitHub sur lequel, en fait, les gens peuvent contribuer leurs composants. Donc, eux fournissent une interface, quelques implémentations qu'ils ont fait, et puis après, la communauté rajoute des composants. Donc là, c'est un peu plus en détail les différents building blocks. Donc, le service-to-service invocation, ça permet d'appeler. Donc, encore une fois, on a cette application qui est sous forme de microservice. On ne veut pas hardcoder où se trouve tel service ou tel service. On veut déléguer cette résolution du nom ou de où se trouve mon service que je veux appeler à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse le travail.
le travail. Et donc ça, c'est fait à travers notre building block. On va voir que ça apporte beaucoup de choses. Aussi, je vais pouvoir justement déléguer l'encryption en plus du name resolution, etc. quoi. Pareil pour le state management. Quand on a un service qui est stateful, c'est pas mal d'avoir un truc standardisé dans lequel je vais pouvoir sauver un état et pouvoir le relire. Les événements publish and subscribe, on verra un peu plus en détail. Je ne vais pas passer à travers tous parce qu'on va voir un peu plus en détail. Sauf l'Actor, où c'est un domaine qui est un peu plus compliqué. Et je pensais que c'était un peu trop court aussi. Donc, on va regarder le premier building block, Service Invocation, sur lequel j'ai écrit quelques blog posts. Donc, on voit que, donc, encore une fois, mon application, son sidecar, mon service A, son sidecar. Donc, les services qui vont être possibles, c'est, je vais dire, mon application, elle va dire post sur le service A et appelle le new order en lui passant cette donnée. D'accord? Lui, il n'a aucune notion de où se trouve ça. Donc, il va utiliser un standard qui s'appelle multicast DNS pour pouvoir découvrir où se trouve mon service A et pouvoir l'appeler. Et pour pouvoir l'appeler, il va passer, bien entendu, par le sidecar du service A. Donc, en fait, les sidecars entre eux se connaissent et c'est comme ça, à travers le multicast DNS, que l'application peut appeler le service A sans savoir où elle se connecte et où elle réside. Et en fait, juste en sachant l'adresse de son sidecar à lui. On voit aussi qu'il y a une possibilité justement de gérer tout ce qui est encryption. Donc ça, j'ai pu à le gérer ici, j'ai pu à le gérer ici. C'est directement géré par Dapper lui-même, par configuration. Et donc, de l'autre côté, quand le service A, le sidecar du service A reçoit le poste de l'autre sidecar, évidemment, il va appeler le service et puis ça repart dans l'autre sens. C'est pas redondant avec ce qu'on a déjà dans Cube sur la partie Discovery de service? En fait, quand Dapper tourne dans Kubernetes, il va utiliser le service de Kubernetes de service Discovery. D'accord. Par contre, quand tu le fais tourner en local development, il va utiliser le multicast DNS qu'il a implémenté, je pense. Mais effectivement, quand c'est dans Kubernetes, il utilise le service de Kubernetes. Oui? Petite question, depuis le début, tu mets MyApp à gauche. Mais si un service A veut communiquer avec un service B, il passe aussi, du coup, par un sidecar. Oui. Je pense qu'on va le voir dans un autre slide, mais effectivement, là, on pourrait... On le voit après, avec le PubSub, il y aura un exemple. Okay. Ça répondra à ta question, je pense. Désolé, j'ai spoilé alors. Non, il n'y a pas de problème. Donc, pour tout ce qui est la gestion d'état, à chaque fois, c'est la même idée. Hein. Donc, j'ai mon application, son sidecar. Là, j'ai configuré pour utiliser le Redis Cache. Encore une fois, je communique avec mon sidecar. L'API qui est standardisé, state/port/db, je lui envoie du JSON pour le stocker et lui va stocker la clé, la valeur. Après, on peut récupérer, bien sûr, en faisant un HTTP GET sur l'état, encore une fois sur le composant state qui a été nommé corp.db et je veux l'élément planète. Donc là, ça montre qu'en fait, on est capable de, sans changer mon application, capable de changer les composants qui implémentent mon building block. Donc, je suis passé de Redis à Azure Cosmos DB sans changer le code de mon application. Alors, comment ça marche? Ce que je vous ai déjà dit, c'est qu'il y a une standardisation des différentes API pour les différentes building blocks. Donc là, on a le Dapper State API. Donc, ils ont standardisé une possibilité de sauver un état, de récupérer un état, d'effacer un état, de récupérer une collection d'états.
Et celui-là, je ne suis plus trop sûr. Donc, mais il y a des possibilités de gérer plusieurs états par transaction, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais, donc, on voit en fait que ça, c'est l'API, donc basé sur HTTP ou REST, ou gRPC. Donc, POST avec une API sur une adresse, etc. Après, ce qu'on disait, c'est que pour pouvoir remplacer Azure Cosmos DB ou Redis Cache, je dois lui fournir une configuration. Donc ça, c'est un fichier YAML. Il va définir que j'utilise un composant qui est de type état, qui est, donc qui est un building block de type état, state, et qui est un des composants qui est Redis. On va pouvoir configurer à travers la partie metadata tout ce qui nous sert à configurer notre serveur Redis. À savoir que, par exemple, ici, on voit qu'il y a des passwords, des mots de passe, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est on peut plugger dans la configuration le fait d'aller chercher ce mot de passe et ce secret directement dans le Dapper Secret Building Block. Donc, en fait, dans la configuration, on n'aura pas le mot de passe et le secret ou le username ou ce genre de choses. Il va au runtime chercher dans le composant et ça sera juste fait par configuration. Il n'y aurait pas besoin de... Donc là, on n'aura pas le risque de pusher ça sur GitHub dans le repo avec les credentials. Ce YAML, là, il est au niveau de ton serveur Dapper. Celui-là, il est au niveau de tout composant. Imagine que tu as un service qui veut utiliser Redis pour stocker de la donnée. Et ben, ce YAML sera dans un répertoire qui est déployé avec ton service qui a besoin de Redis, en fait. Oui, mais alors... Ça c'est bundlé ensemble, quoi. Oui, mais alors, imaginons, mon application, elle utilise le Redis et, je ne sais pas, moi, un autre composant un autre service utilise aussi le Redis. Veut utiliser le composant Redis. Ça veut dire qu'à deux endroits, je dois indiquer d'utiliser le composant Redis. Et donc, comment se passe la synchronisation entre les deux, quoi? En fait, dans une architecture microservice, normalement, tu essayes chaque service est indépendant parce que tu veux pouvoir scaler tes services de façon indépendante. Donc, en fait, tu ne vas pas avoir deux services qui vont utiliser le même Redis. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui le font, quoi. Mais ça veut dire que tout simplement, ton service, tu auras deux services avec deux fichiers de configuration qui pointeront vers le même host. J'imagine. Je ne pense pas que c'est la meilleure chose à faire, mais c'est possible. De toute façon, les clés après sont préfixées, donc on ne risque pas de se mélanger. Oui, exactement. OK, donc ça, c'était pour le State API. Donc là, on va répondre peut-être à la question avec les plusieurs services avant. Donc effectivement, là, on voit que dans ce système d'event, PubSub, donc on a toujours notre application avec le Sidecar Component. Dans ce cas-là, il utilise Redis Cache, Redis Cache Streaming, en fait. Et il va permettre de pouvoir publier un événement qui est écouté par deux services. Et ils sont écoutés, ces deux services écoutent cet événement grâce à leur sidecar. Donc j'espère que ça répond à la question de... Je ne sais pas qui c'est qui demandait avant. Bah oui, mais là, imaginons que tu veuilles plus être sur ton fichier YAML, là, il est bien au niveau du Dapper de Maya, puis au niveau du Dapper de service A et au niveau du Dapper de service B. Donc, tu as trois fichiers YAML là, à chaque fois. Non. Non? Alors, j'ai pas compris. Non, mais là tu n'es pas dans un truc d'invocation de service. Tu es vraiment dans un système d'événements. Donc, lui va publier un événement, il va l'envoyer. Il ne sait pas qui c'est qui écoute. L'idée du Publish and Subscribe, c'est justement de découpler le composant MyApp de ceux qui les écoutent et de pouvoir rajouter par configuration des composants sans
sans que tu changes ton application, tu vois. Donc là, je pourrais rajouter un service C qui va exécuter ce qui s'appelle dans le PubSub un sujet, un topic en anglais. Et donc, en fait, lui, il ne saura pas qu'il y en a 1, 2 ou 3, et je peux le changer dynamiquement sans changer le code là. Lui, bien sûr, ce qu'il va devoir savoir, c'est qu'il va devoir savoir qu'il utilise un building block publish subscribe, et il va devoir connaître le topic sur lequel il veut publier. Et eux, ils vont devoir savoir qu'ils utilisent, ils sont intéressés par écouter des événements, donc ils vont devoir utiliser un building block publish and subscribe, dans ce cas-là Redis, et ils doivent aussi connaître, je suis intéressé pour mon topic. Celui-là, il sera peut-être intéressé par un topic A et celui-là un topic B, ou ce genre de choses. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais effectivement, la configuration, il y a un partage au niveau de la configuration, mais tu as un découplage au niveau du code, quoi. Oui, dans le découpage, je le comprends bien, mais si par hasard, là, je suis dans un cache Redis et puis je veux passer dans un autre cache, la mise à jour. Ici, oublie Redis cache. Je pense que c'est ça qui t'a. Il va perturber. La source de la ouais, parce qu'en fait, ici, c'est vraiment publish subscribe, c'est Redis, mais c'est le mode streaming, et c'est ce qui fait du publish and subscribe. Donc, généralement, quand tu fais du microservice, tu découples tes choses, tu vois. Si tu utilises vraiment un Redis cache, ton service A, il aura son Redis cache, ton service B, il aura un Redis cache, et voilà, quoi. Là, c'est vraiment le streaming pour le PubSub. D'accord. Donc ça, c'est un peu faux, effectivement. Ou alors, c'est pas tout à fait complet, on va dire. Et donc là, encore une fois, on passe par c'est le publish. Donc ça, c'est l'API qui est standardisé. Et ça, ça va être notre topics. Donc par exemple, lui, c'est celui qui gère les orders. Et peut-être lui, c'est celui qui gère les paiements. Et lui, il va connaître juste ce truc-là, orders, et le nom de l'event. Donc après, c'est le travail de Dapper d'aller délivrer où il faut les événements qui ont été envoyés par modification. Donc là, bon, je ne vais pas rentrer à chaque fois dans les détails, mais c'est toujours la même idée. C'est l'API qui a été standardisé. Donc là, l'HTTP post avec c'est toujours v1.0, publish, pour publier un événement. Après, évidemment, le sidecar, de l'autre côté, il a besoin de s'enregistrer pour dire, moi, ça m'intéresse d'écouter ces topics-là, quoi. Donc, il y a une API pour ça aussi. Là, on voit le YAML, comme avant, c'est un composant, on lui donne un nom, orders, c'est ce qui est réutilisé pour pouvoir l'appeler, hein. Et donc, le type de ce composant, c'est le building block, PubSub, et il utilise la techno Redis Stream pour faire ça. Et après, tout ce qui est metadata pour configurer notre Redis pour faire cette possibilité de PubSub. Donc, on voit les topics, là, par exemple, processed, c'est cette partie-là, et audit. Donc, lui, ce service qui aura cette configuration, imaginons que c'est le service A, lui, il recevra tous les événements qui sont de type orders, et sur les topics processed et audit. Alors, sinon, il y a ce qu'ils appellent les input triggers. C'est un autre building block, un des plus compréhensibles et plus faciles à comprendre. C'est le Twitter input trigger. En fait, vous allez configurer cet input trigger avec un fichier YAML. Et en fait, à chaque fois que Twitter, il y a une espèce de search string, on peut définir une search string, et à chaque fois que sur Twitter, il va détecter un mot-clé, Twitter va appeler set input binding à travers encore une fois, le Dapper sidecar.
Donc ça, c'est intéressant pour intégrer des choses qui sont externes à votre application sous forme de microservices. Dans l'autre sens, on a Twilio, qui est un service pour envoyer des SMS et beaucoup plus que ça, je crois. C'est la même idée, en fait, quoi. Donc j'ai mon application, le sidecar, et j'ai un binding qui s'appelle Twilio, et je suis capable de lui envoyer des données. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que mon application, elle ne dépend pas du SDK Twilio pour envoyer un SMS. Elle ne connaît pas. Elle ne sait même pas que c'est Twilio derrière. Donc, en fait, la seule chose qu'elle sait, c'est qu'on appelle un binding. Okay, il s'appelle Twilio, donc ça donne une idée. On aurait pu l'appeler SMS et ça aurait été complètement transparent. Et donc après, c'est tout le travail des gens qui implémentent ces composants, qui suivent ces input-output binding API, qui va permettre de s'abstraire des différents types d'implémentation qu'on va avoir au niveau des composants. Donc là, c'est pareil, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails à chaque fois. Peut-être un peu plus là, encore une fois. Donc ça, c'est un composant. Donc là, notre composant, il s'appelle Twitter. Il est de type Building Block Bindings et de composant Twitter. Et là, on va voir qu'on a tout ce qu'il nous faut pour en fait s'enregistrer avec les consumer keys, secret token et je pense qu'il en manque un qui est en fait la key phrase sur laquelle on veut agir. Les secrets, encore une fois, même concept, je ne vais pas répéter, mais j'ai mon application qui est capable d'aller chercher, par exemple, une connection string pour se connecter à SQL Server sans connaître où elle est stockée, juste en appelant une API qui est standardisée. Donc, encore une fois, la même chose. Ça, c'est l'API qui est standardisée et la façon de la configurer. Vault, Secret Start, Chica, comment j'y accède, etc. Alors, une autre partie qui est bien intéressante, c'est tout ce qui permet en fait d'aller observer comment marche mon application. Donc là, encore une fois, ce n'est pas vraiment le Redis Cache, c'est le PubSub. Donc là, on voit qu'on a un input binding Twitter qui est connecté sur mon application. Donc là, en fait, on peut s'imaginer que, tiens, quelqu'un est en train de tweeter, tac, j'ai un message qui arrive là. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va automatiquement informer les services vont réagir et peut-être qu'ils vont renvoyer une information à ma app pour afficher, tiens, ben, il y a Richard qui a tweeté ça à propos de DevOps. Et puis, comme ça, on aurait un string sur notre page pour montrer ce genre de choses. Par exemple, ils ont un input binding pour signaler. Donc, c'est plutôt un output binding. Ce serait plutôt, imaginons que lui voudrait informer tous les gens qui sont connectés à DevOps du tweet qui est arrivé. Et ben, en fait, ici, on pourrait configurer un output binding sur signaler qui, en fait, utiliserait Angular pour mettre à jour la page quoi, chez tous les utilisateurs. Et donc, là, on voit qu'on a donc un peu plus de complexité. Et ce qui est important, c'est de pouvoir aller collecter des informations. C'est un peu on en parlait un peu dans le sujet juste d'avant. Ben là, ils utilisent ce qui est une standardisation qui s'appelle OpenTelemetry, qui est aussi quelque chose qui a été ajouté dans ASP.NET Core et qui va permettre d'aller voir plein d'informations, faire de la corrélation. Imaginons que je veux voir en fait un web browser qui arrive sur mon application et après je vais pouvoir tracer en fait ah tiens ben cette personne elle a appelé cette partie de mon application, ça a envoyé un message, le service A a réagi. Je vais pouvoir avoir toute cette traçabilité des appels et cette corrélation entre les appels à travers mes services. Et ça c'est géré par ce genre de choses. Et donc, il y a différents aspects. Il y a le logging et le tracing qui sont pris en compte par Dapper, avec différentes possibilités. Application Insight,
Datadog, on en parlait avant, Zipkin, qui est un projet open source, qui est installé par défaut, on va le voir sur le Local Development Environment quand on travaille localement. Donc ça, je viens d'en parler. Ça, c'est un peu l'idée. Si vous avez vu un peu dans Application Insight, la façon de voir en fait ce qui se passe dans votre application, c'est un peu l'idée de ce distributed tracing. Il y a une possibilité d'avoir Application Insight, c'est ce que je viens de dire. Mais sinon, le built-in, c'est Zipkin, qui est open source. Après, il y a toute la possibilité d'aller aussi tracer et monitorer en fait votre application, vos microservices, voir la latence entre les appels, l'utilisation de CPU. Donc là, en fait, les données sont exportées vers Grafana. Il vous permet de construire des espèces de dashboards comme ça pour aller monitorer votre système. Et donc ça, en fait, encore une fois, ce qui est super intéressant avec Dapper et cette notion de sidecar, c'est justement que j'ai en fait rien à faire dans mon application pour avoir ce genre de choses. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai pour la partie logging. La partie logging, ça c'est quelque chose que vous allez gérer dans votre application. Mais la partie tracing, c'est plus amené par les Dapper sidecar. Donc, le Dapper Hosting, donc comme je disais, il y a la possibilité quand vous développez sur votre machine de dev, eh ben, vous allez travailler plus avec des images de cœur. Là, je peux vous montrer plus. Donc là, on voit que, en fait, par défaut, en mode développement local, eh ben, je vais avoir un container Redis qui va être utilisé par le building block state, mais PubSub, avec le Redis streaming. J'ai un container Zipkin pour aller tracer les appels. Et Dapper Placement, ça c'est le container qui va permettre de, si je me rappelle bien, qui va permettre de localiser en fait où se trouvent les différents services. Suffit d'installer un Dapper Command Line Interface, CLI, et après d'avoir Docker qui est installé quand même, et Git, il me semble, et de lancer la commande Dapper init, et il va télécharger les images, installer tout ce qu'il faut pour vous, et après vous aurez certaines commandes accessibles. Tiens, ça va. Et donc là, quand vous allez démarrer vos applications, vous allez démarrer aussi les sidecars. Ça, je vais vous montrer un peu plus tard. Et dans le Kubernetes, je vais parler dans 30 secondes. Dans Kubernetes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est en fait l'option qui va être préférée quand vous êtes en prod. Là, on va passer un peu là-dessus. C'est ce que j'ai dit, c'est que en fait, on utilise une commande Dapper Run qui va lancer votre application, qui va lancer le sidecar et qui va mettre à jour les variables d'environnement. Il va aller récupérer les composants qui ont été définis et pouvoir connecter tout ça, quoi. Donc, ça marche sur Windows, macOS, Linux. Et là, les Docker images dont je vous ai parlé, Zipkin Tracing, le Redis Stator et Streaming. Alors, le placement, j'ai dit une bêtise, c'est pour placer les acteurs. Donc, ça, c'est encore autre chose. En Kubernetes, c'est à peu près la même chose, mais sur Kubernetes, avec ce qui est pod, les mêmes types de services. Donc là, on parlait de l'encryption, c'est utilisé par le Cert Authority and Identity, etc., etc. Et donc ça, comme Kubernetes run un peu partout, Azure, AWS, Google Cloud, ou même sur vos machines, ben vous allez pouvoir le faire tourner partout. Et donc, effectivement, votre application qui est hostée dans Kubernetes pourra appeler des composants à l'extérieur. Je vous ai mis quelques références, donc le site web de Dapper, le projet open source, la communauté sur Discord, un livre pour les développeurs .NET qui est bien fait, qui est gratuit, qui est sous forme de PDF ou sous forme de page web
Sinon, un livre à acheter, celui-là qui est bien fait, qui est fait par deux auteurs en fait, de Dapper, le SDK.NET. Et si vous voulez voir une application tournée qui était avant, s'appelait eShop on Containers, ils ont fait une version eShop on Dapper où ils ont refactoré pour utiliser Dapper. Sinon, il y a mon Dapper Playground, qui est une solution GitHub avec les différents codes de mes blog posts sur Dapper. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Non, ce serait mieux peut-être une autre fois de faire juste une petite démo, de voir comment ça fonctionne concrètement parlant, quoi. Mais juste ça. Alors, je pense que là, on a bien l'idée du fonctionnement. C'est vrai que c'est intéressant. Je pense que c'est à mettre en place. Ça doit être un petit peu, je ne veux pas dire prise de tête, mais bon, il faut avoir vraiment une stratégie de mise en place c'est la stratégie de mise en place des microservices, mais après, ça facilite sans doute la communication justement entre les différents services. Ça fait un orchestrateur. C'est un petit peu, je vais dire en gros mots, c'est un petit peu un bespoke de tout ça, quoi. Ça facilite bien le développement de microservices. Ouais. Tu n'as pas besoin de... Et en fait, ils arrivent aussi avec une autre couche au-dessus qui s'appelle, je ne sais plus comment, OAM, je crois, qui est en fait une partie qui va permettre de modéliser une application. Ça, c'est un truc qu'on pourra parler peut-être une fois. Qui justement simplifie encore. Tu n'as plus besoin trop de parler de Kubernetes et ce genre de choses. Oui, parce que moi, Kubernetes, rien que le nom, ça me fait peur. Bien, bah écoute, merci beaucoup Laurent. Est-ce qu'il y a du monde qui a une question rapide à rajouter sur cette excellente présentation? Quel temps? Quel temps? Bon, pas déçu. Bon, bah écoutez, merci Laurent, merci à vous tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de prochaines aventures. Merci tout le monde. Ciao. Merci. Ciao. Salut. Merci Laurent. Merci Laurent. Rien.